Nous sommes le jeudi 22 janvier, bienvenue, bonsoir à tous et à toutes. On va parler photo ce soir. Et regardez, juste derrière moi, vous vous en souvenez, c'est il y a quelques jours, une aurore boréale, elle était belle, hein, juste au-dessus de chez nous. Clic-clac, pareil pour la neige d'ailleurs dans nos jardins. Clic-clac, on a fait des photos, tout le monde a fait des photos, même peut-être vous ici. Aujourd'hui, à la moindre humeur du ciel, d'une saison de la ville, on dégaine son téléphone portable, on se prend pour Robert Doisneau ou Cartier-Bresson. La photo artistique, entre guillemets, est à la portée de tout le monde. Et c'est plutôt une bonne chose, finalement. Il faut dire qu'elle est facilitée tout de même par les technologies, les applications aussi, propulsées par les réseaux sociaux. Elle développe chez nous l'imagination et l'envie de créer. Ajoutons aussi l'intelligence artificielle, évidemment, qui vient nous donner un petit coup de pouce inespéré. Mais après, au fond, qu'est-ce qui différencie une photographie simple d'une photographie d'art? Les photographes d'art doivent-ils représenter le réel ou s'en écarter? Pourquoi leurs photographies sont signées, numérotées? Comment les galeries d'art fixent leur cote? Ou encore, qu'en est-il de leurs droits d'auteur, de leur statut quand ils sont photographes professionnels, etc. On va en parler à l'occasion du Brussels Photo qui commence, festival, hein, qui démarre aujourd'hui jusqu'au 22 février. On va en parler avec nos invités. Il y a beaucoup de questions sur ce plateau. Héloïse Brunet, tout d'abord. Bonsoir Héloïse. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous êtes photographe, vous faites partie d'un collectif, La Nombreuse. C'est quoi ce collectif en deux mots? Oui, c'est ça. C'est un espace autogéré qui se trouve à Saint-Gilles, donc qui est composé de 8 photographes et d'une historienne de l'art, Charlotte Lalo. Et donc c'est un endroit où on a différentes missions, comme celle de soutenir la photographie contemporaine, de diffuser la photographie émergente, de transmettre des clés de lecture sur voilà, comment regarder les images, les recontextualiser. D'accord. Et il y a une expo en ce moment, on va en parler, à laquelle vous participez. Ouais, il y en a plusieurs, mais ouais. Il y en a plusieurs, il y en a 3. Au Piano Fabrique. En face de vous, c'est pas tellement loin d'ailleurs, c'est plutôt du côté de Forêt. Bonsoir Yann. Bonsoir. Yann, vous êtes, dites-moi, vous êtes photographe également, il n'y a que des photographes d'ailleurs ce soir. Collectif aussi, le TW ou pas? Oui, tout à fait. C'est en fait un vieux photoclub. Un vieux photoclub, ouais. Qu'on a repris. Ah oui, d'accord, un ancien photoclub, ouais. Et on utilise l'espace, on glane le matériel et on passe du temps à échanger les savoirs, à organiser des workshops, à inviter des personnes qui nous intéressent. On fait une expo une fois par an, d'habitude au centre communautaire Tonweingart qui nous héberge. Et cette année, on expose au Brass. Au Brass, on va en parler également. En face de vous, Nicolas Lambert. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous, c'est le studio Baxton. J'aime bien ce nom, ça sonne bien. C'est où ça encore? Alors le studio Baxton est dans le cœur historique de Bruxelles, à la place de la Vieille Loblé, en face de la Fondation Jacques Brel. Et c'est une galerie. Et il y a une partie magasin, une partie galerie. Voilà. Et vous êtes vous-même photographe, évidemment. Oui. Sinon, vous ne seriez pas là. En face de vous, nous avons Émilie Danchin. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Photographe également. Psychologue ou psychiatre aussi en même temps? Ni l'un ni l'autre. Ah d'accord, je me suis planté. Vous êtes quoi alors? Psychothérapeute. Psychothérapeute, oui. Et donc vous faites de la photothérapie. J'utilise des photographies dans le cadre des psychothérapies quand ça semble utile, notamment quand on est en prise avec des émotions. Alors ça s'avère utile. Du coup, je représente effectivement peut-être un peu le mouvement de la photographie thérapeutique et d'action sociale, qui est un mouvement de photographes qui s'intéresse plus précisément au psychisme dans les images, de toutes sortes de façons. Voilà, Marie Sorda est avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir. On s'est déjà vu Marie, vous êtes photographe, vous exposez, vous êtes professeur aussi à l'INSAS, il y a beaucoup d'élèves, ça marche bien votre section? C'est 10 par an, pas plus. Ah oui, il y a un quota. Tout va bien? Tout va très bien, et vous? On va parler de photographie. Oui. Moi, ça va bien. J'aime bien la photographie. Oui. J'aime bien Vincent Pile aussi. Bonsoir Vincent. David. Comment ça va? J'aime bien vos photos aussi sur... C'est gentil, on n'en parle pas. Vous êtes photographe également, voyagez beaucoup dans le monde et régulièrement vous nous ramenez des photos. Est-ce qu'on peut parler de photos d'art également pour vous? Oui, hein. Enfin, c'est une étiquette finalement. Je ne pense même pas à ça quand je fais les photos. Moi, j'ai envie de rencontrer des gens, je fais des photos, rencontrer d'autres cultures, et puis voilà, je ne pense pas si c'est de l'art ou pas. C'est tellement subjectif en fait. Ça, complètement. Il y a un côté assez spontané également. Allez, on va se mettre tout de suite dans l'ambiance, si vous le voulez bien, dans l'ambiance avec la bande-annonce d'un film qui est sorti il y a 3 ans, plus ou moins, sur un photographe connu mondialement, Helmut Newton, hein, influent, insolent, provocateur aussi. Regardez.
dann finde ich, dass die Kamera mir hilft. Sie macht einen Schutz zwischen mir und was passiert. It's more than a job. Parfait. J'adore le profil, c'est bien. It's a passion. An obsession. You could look at any image and say that's a Helmut Newton photograph. The Helmut Newton woman was very strong, she was provocative, she was in charge. Die Fotos von Helmut Newton haben mich verstärkt. There was never a moment where I felt uncomfortable. This man is incredible. He was a little bit pervert, but so am I. Beautiful. Ich bin ein professional voyeur. His photos were frightening, but there was always a sense of humor about it. Moi, j'adore les femmes. Il n'y a rien que j'aime plus que les femmes. Énormément des hommes misogynes disent ça. It's great to be a provocateur. That's what the world needs. Voilà, Helmut Newton, les photographes d'art, ils ne sont pas tellement connus, je trouve, du grand public, sauf s'ils passent par la mode, comme lui, ou les grandes revues, ou alors les icônes, comme, je sais pas, Man Ray, Cartier-Bresson, Adams, Diane Arbus, etc. Mais c'est difficile de citer des contemporains, j'ai l'impression, hein, Nicolas. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. En fait, il y a différentes tensions par rapport à l'art, dans la mesure où la photographie peut être un refuge spéculatif, et donc il va y avoir les grands noms qui vont servir d'étalons, et ce qui ne remet pas en question la production, en fait. Et lorsqu'un grand nom est reconnu, il a une très grande valeur, et il va intéresser, par exemple, les fonds de pension ou les assurances. Ah oui, carrément. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est des refuges. C'est vraiment des refuges. Et du coup... C'est comme l'or, quoi, quelque part. Exactement. Ouais. Et ça peut effacer un tout petit peu d'autres auteurs pour lesquels on ne va pas prendre de risques. Donc du coup, est-ce que c'est un très bon photographe? Oui. Mais est-ce qu'on va prendre le risque de le mettre au même niveau qu'un grand du passé? Et là, il y a un peu de frilosité, ce qui diminue en fait la reconnaissance. À large échelle. C'est ma vision, en tout cas. Je comprends. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, je ne sais pas, Vincent? Oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolé. Je ne sais pas, Émilie? À l'inverse, moi je pensais à Nan Goldin, en fait, qui a quand même pu faire plier des choses, qui a mené un combat contre cette, je ne sais plus le nom de l'entreprise, qui avait vendu la drogue. Là, on est dans la photographie engagée, dont on va parler d'ailleurs. Ouais. C'est quand même une grande artiste photographe. Mais bien sûr, ouais. Et qui aurait pu être typiquement une artiste peu connue, qui a mangé certainement de la vache enragée pendant des années, mais qui, une fois connue, a utilisé sa notoriété pour faire plier des monstres et mener un combat politique. Elle est magnifique. Je saute là-dessus d'ailleurs. On gagne bien sa vie quand on est photographe. Vous êtes professeur, Marie Non, on ne gagne pas bien sa vie quand on est photographe. Je veux dire, il n'y a plus aucun photographe aujourd'hui dans le système économique dans lequel on vit qui peut ne vivre que de sa photographie d'art. En tout cas, autour de moi, c'est ce que je constate. On parle de photographie d'art, attention. Oui, je parle de photographie d'art, mais ça veut dire qu'on multiplie tous et toutes nos activités. C'est-à-dire on est photographe et enseignant. Moi, je suis photographe, enseignante et commissaire. On peut être photographe et graphiste. On peut être... et à l'intérieur de sa propre photographie, il y a les photos d'art et puis il y a les photos de commande. Il y a... c'est très multiple, en fait. Un photographe d'art aujourd'hui qui ne vivrait que de son travail, je pense qu'ils sont une poignée dans le monde. Et au mieux, il faut être rentier pour pouvoir se permettre une vie comme ça, parce qu'on mange tous de la vache enragée, comme tu disais. Ouais, la vache enragée, vous en mangez aussi, Héloïse? Oui, non, mais c'est ça, l'idée, je pense, c'est de multiplier... de trouver différentes manières de pouvoir utiliser notre pratique et pas forcément celle, justement... par exemple, de documentariste, essayer de trouver d'autres moyens, en fait. Élargir sa palette, quoi. Vous avez, Yann, le statut d'artiste, vous, par exemple, pour être concret? Oui. Ouais. Et ça vous sauve un peu ou... Ah oui, ça me permet de continuer à faire ce que j'aime vraiment, tout en ayant une famille. Ouais. Si vous ne l'aviez pas, ce serait impossible, en fait. Si je ne l'avais pas, je devrais chercher un travail alimentaire, oui. Ah oui, à ce moment-là, ouais. Vincent, vous l'avez pas, vous le... Non, moi j'ai essayé de l'avoir maintenant parce que maintenant on met les chômeurs à la porte. Donc moi, on n'est pas au courant. Non, voilà. C'est ironique, évidemment. Oui, et donc j'ai essayé d'avoir ce statut d'artiste. Malheureusement, en fait, ils n'ont pas accepté parce que pour le projet artistique, oui, mais je fais passer toutes mes factures via mon SBL. Et tout cet argent, je l'utilise pour faire mes projets.
artistique. Et ça, ils n'ont pas accepté. Ils veulent que je passe par un organisme qui déclare les photos, comme Smart. Donc je vais chez Smart avec une facture, une photo vendue à 540 €. Et Smart, ils me disent, il te reste 230 € quand on a fait tous les calculs. Smart, c'est eux qui facturent, c'est ça. C'est ça, Smart qui facture. Donc il me reste 230 €. Alors je dis, mais regardez, moi la facture de ma photo que j'ai vendue, elle m'a coûté 261 €. C'est-à-dire à la production, le cadre, etc. Donc quand je vends une photo, si je passe par Smart, je perds 31 €. Ah ouais. Donc c'est impossible en fait. Wow. Ça c'est compliqué. Ouais. Ça, Nicolas, c'est ce genre de témoignage qui vous étonne ou pas du tout? Peu. En fait, il y a une certaine déconnexion entre le coût de production et le prix de vente et l'image qu'on se fait de la fiscalité liée aux artistes. Et souvent, le public ne comprend pas. Et vendre une photo à 500 €, ce n'est pas excessif, mais ça reste vraiment du luxe pour la personne qui l'achète. Parce que 500 €, c'est tout à fait. Un tiers un Très peu tiers de gens salaire. peuvent se le permettre. Je pense qu'il y a peu de gens ici qui vendent des photos à 540 €. Et donc, on peut poser la question, Émilie, par exemple. Moi, je vends très peu, mais pour moi, la question artistique, elle est au-delà de la question de l'argent. Enfin, je veux dire, pour moi, on est artiste quand on a en fait, c'est comme si ça ne nous suffit pas juste de vivre et de gagner notre vie. On a tous, ici autour de la table, un besoin de faire quelque chose, un besoin de s'exprimer montrer notre manière d'exister, et on ne peut pas faire autrement. Donc on se débrouille autour de ça. Mais ça n'a rien à voir. Je pense que ce soit la question artistique et après la question de photographie d'art, c'est ni de l'occupationnel, ni la volonté d'être productif ou de spécialement gagner notre vie. Si on peut gagner notre vie comme ça, on est content, mais je pense que excusez-moi de te couper, je pense que les gens ne comprennent pas que quand ils vont au théâtre, quand ils voient un film à la télévision, quand ils voient un concert, etc., que quasi la majorité des gens qui sont là ne gagnent rien. En fait, moi, des fois, je fais une exposition, même si je vends, je gagne pas un bal. Quand je faisais de la musique, je faisais des concerts même aux Francopholies de Spa, je reviens, j'ai pas un bal, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que les gens, quand ils te voient à la télé ou qu'ils voient une expo, ils pensent que tu gagnes plein d'argent et tout, et ce qui est vraiment pas le cas. C'est quoi la solution, alors, pour s'en sortir? C'est d'être dans un collectif, par exemple? On s'entraide un peu, on se resserre, comme la Nombreuse? Oui, en tout cas, ça donne beaucoup de pouvoir mutualiser nos connaissances, mettre en relation. Voilà, et puis ça impulse aussi des projets. Ça nous permet de faire des projets peut-être auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Moi, par exemple, j'ai une pratique plutôt de photographe. Puis en fait, grâce à la Nombreuse, je me retrouve aussi dans une position plutôt de médiatrice. Et puis à d'autres moments, celle qui est d'organiser des expositions pour d'autres artistes. Donc ça permet justement de diversifier. Et de dynamiser aussi. J'imagine que c'est la même chose au TW, non? Oui. C'est vraiment se donner de la nourriture les uns les autres. Parce que si on travaille seul dans son coin, on n'aura jamais les mêmes échanges, les mêmes déclics, tout d'un coup, de se confronter avec les travaux des autres, les bons plans des autres, utiliser le matériel, partager le matériel, ne pas être tout seul à devoir investir pour pouvoir faire une exposition. Parce que ça coûte cher aussi, tout ça. C'est du matériel qui coûte cher. C'est pas juste un pinceau, Ça coûte cher. Et nous, ce matériel est venu à nous. Et maintenant, on peut le mettre à disposition de ceux qui participent. Dans les écoles, vous êtes prof à l'INSAS, mais on peut parler du 75. Je crois qu'il y en a qui ont été au 75, vous. Hein. Oui. Il y a l'école Varda, peut-être qu'il y a l'IAD aussi. On dit ça, on prévient les élèves en disant attention, tu vas pas peut-être pas manger de la vache enragée, mais ça va être difficile. Oui, mais c'est surtout eux qui en parlent, en fait. Ils sont très inquiets de la suite de nos métiers, aussi divers que ce soit. Parce que moi, j'enseigne dans une école de cinéma et beaucoup, évidemment, sont très inquiets de l'avènement des caméras entièrement avec IA, avec des prises de son entièrement. Enfin, tout ça est très inquiétant pour eux. Et je dois dire qu'on n'a pas grand-chose à leur opposer face à ces inquiétudes-là. Alors, bien sûr, en photographie, on assiste, avec l'avènement des IA, des choses comme ça, à plusieurs nouvelles branches, puisque les milieux artistiques, ça bouge énormément. Donc, quand quelque chose arrive, forcément, il y a une réponse qui vient de l'autre côté, qu'elle soit positive ou négative. Donc, tout ça est très vivant. Mais par rapport à la technicité des métiers et à comment gagner notre vie avec les métiers qu'on fait, c'est chaque jour, des
des nouveaux positionnements qu'il faut adopter, c'est sûr. Oui. À propos d'école, vous avez fait des écoles de photographie, je ne sais pas, Vincent, non? Jamais. Self-made, donc. Dans la rue, oui. Dans la rue. Émilie? Moi, j'ai fait celle qui s'appelle Agnès Varda. Oui. Ouais. C'était utile? Je pense que c'est utile de la même manière que c'est utile d'aller dans des collectifs. Ouais. Ça va beaucoup dépendre des profs, en fait, aussi. C'est des rencontres. Ouais. Mais je voulais dire que le collectif, c'est hyper important, surtout aussi pour la question du sens. Parce qu'en fait, je crois que ce dont les gens ne se rendent pas tout à fait compte, c'est à quel point les artistes se posent des questions hyper précises sur des choses. Et parfois, quand exemple. Et si on reste trop seul... À un moment donné, on peut se dire que finalement, ça n'a pas tant de sens. Et c'est assez extraordinaire de se retrouver collectivement à regarder les photos des uns et des autres et de voir à quel point il y a de la passion dans chaque recherche. C'est vraiment un domaine de recherche, être artiste. Vous regardez votre voisin, là, parce que vous êtes un peu, vous travaillez ensemble. On est dans le même collectif. Oui. Ça, c'est important, vous confirmez, Yen? Oui, c'est magnifique de montrer son travail et de voir qu'en fait, ces gens qu'on apprécie, en fait, ils comprennent tout de suite, ou en tout cas, ils comprennent plein de choses, ou même des choses que nous, on n'a pas compris encore, et donc ça nous permet vraiment d'avancer. Ouais. Vous êtes un solitaire, par contre, hein, non? Moi, je préfère travailler seul, oui, comme ça, je fais ce que je veux, je pars en Vous n'aimez pas les gens? Pardon? Vous n'aimez pas les gens? Non, je rigole. Si, j'aime bien les gens, mais... J'aime bien d'être seul aussi, travailler seul. Ouais. Vraiment penser, dire, je pars, je fais ce que je veux où je veux. Mais comment on tient le coup, justement? Comment on tient le coup? Comment on se motive quand on est seul, je sais pas, au fin fond de l'Amazonie? Comment on tient le coup, c'est quand je rencontre, par exemple, en Amazonie, une tribu qui est là-bas, et puis que je passe des jours avec eux, et que je peux faire un chouette reportage, qu'il y a un échange qui se fait. C'est ça qui est intéressant. Bon, moi, c'est vraiment rencontrer des cultures différentes. C'est ça qui me nourrit. Ouais. Et en fait, après, je rentre, j'essaie de faire des bouquins et de montrer ces bouquins, ces expositions. Ouais. Comment on met de la sensibilité dans une photo, de la sensibilité artistique? Ça s'apprend pas, ça. J'ai l'impression que on peut pas l'expliquer, en fait. Non. Je ne sais plus quel photographe disait, il y a des gens qui ne verront jamais, qui regardent mais qui ne voient pas. Je pense à un photographe, c'est quelqu'un qui voit, qui va s'émerveiller de quelque chose auquel les gens ne font pas forcément attention, une lumière, une attitude de quelqu'un, toutes ces choses-là qui font qu'un œil de photographe va le voir et va essayer de le retranscrire par son médium qui est la photographie. Toutes les sortes de photographies qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Mais oui, c'est un peu ce qui fait notre spécificité, je pense, tous, quelle que soit la façon dont on va interpréter une situation. Parce qu'à 10 photographes, vous le mettez dans la même situation, il y aura 10 photos différentes, et c'est ça qui est magnifique. Ouais. Mais en tout cas, et puis il y a 100 autres personnes qui passeront à côté sans même voir qu'il y avait quelque chose de beau à observer. Quoi. Confirmé? Vous confirmez ça? Totalement. Et il y a aussi ce rapport entre le photographe et son regard, et le regard du spectateur. Ouais. Il y a un dialogue qui se fait par la médiation de l'œuvre qui est fondamental. On pense au spectateur, à la spectatrice quand on prend une photo? Parfois pas. En fait, je pense que c'est d'abord un acte que le photographe artiste accomplit avec lui-même. D'abord. Ouais. Parce que ça ne peut être que son émotion qui s'exprime. Araki disait « toute photo est un autoportrait ». Ah oui. Parce que c'est l'expression de l'auteur qui va s'exprimer à ce moment-là. Et après, il peut y avoir en quelque sorte une analyse qui se fera, il va revoir sa photo, il va revivre l'instant, ou il va y voir autre chose. Chaque année qui passera lui donnera un regard différent sur sa propre photo. Et en même temps, le public aussi. Le public verra autre chose, ça fera un écho, parce qu'on est dans l'intime, toujours. Tout le monde ici va photographier ce verre d'eau. Ouais. Dans un environnement avec cette lumière ici, d'une manière ou d'une autre, chez certaines personnes, plutôt que chez d'autres, ça éveillera un autre sentiment. De la même manière que ça aurait éveillé un sentiment, peut-être pas le même, par le photographe qui fera ça. C'est fascinant, là, oui, je me tourne vers Émilie dans ça. C'est parce que c'est une surface sensible, en fait. Il n'y a pas plus émotionnel qu'une photographie, mais ça s'explique justement aussi sur le plan psychique, mais vraiment, donc nous on considère... En photothérapie, c'est la définition, on va dire. Une photo, c'est couvert de détails visuels. Là, jusqu'ici, il n'y a aucune surprise. Mais en fait, littéralement, c'est couvert d'émotions. Parce que, et c'est ça qui différencie la photo, par exemple, d'un autre médium artistique, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est couvert d'émotions. C'est non-verbal, et comme les yeux font partie du corps, quand on les regarde, les photos, on les regarde pour toutes les raisons qu'on sait, mais immédiatement, en fait, il y a des parties
mémoire sensorielle qui sont immédiatement projetées dans les images. Et ça nous amène directement vraiment à la source en fait de nos émotions. Et c'est pour ça aussi que c'est un foyer de résistance, c'est quelque chose qu'il faut préserver, parce que je pense que les photos vraiment nous font systématiquement remonter à l'endroit où on enroule ce qu'on voit et ce qu'on ressent. C'est la source de l'empathie, donc c'est ce qui fonde l'humanité. Et pour ça, il faut du temps pour les regarder. Et de l'espace aussi. Oui, et peut-être les respecter. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour moi, comme je fais des photos, beaucoup de gens dans la rue, etc., moi, ce qui est important pour moi, c'est la relation que j'ai avec l'autre personne. C'est-à-dire qu'elle doit sentir que quand je vais vers elle, je la respecte, je l'aime bien, je la trouve intéressante, même si c'est quelqu'un qui vit dans la rue. Et alors, il y a la personne en face, se donne aussi, et c'est ça qui est intéressant pour moi. Moi, à la limite, même si je ne suis pas un bon photographe, à ce moment-là, si la personne se donne et qu'elle est belle, j'ai qu'à appuyer sur mon appareil photo et j'ai une chouette photo. Moi, je trouve que la personne, pour moi, est plus importante, le sujet, que moi, finalement. Je comprends. C'est quoi une mauvaise photo, en fait? Je ne sais pas qui veut répondre. Une mauvaise photo. C'est une image littérale, c'est anecdotique, c'est... Technique. Oui, technique, c'est le flyer du Deleuze avec une promotion, voilà, c'est une image... D'un point de vue artistique. Hein. Oui, on parle de photo d'art, évidemment. Oui, bien sûr. Et Louise, c'est intéressant ce qu'il disait Vincent sur le rapport à la personne qu'on photographie, parce que vous, l'approche que vous avez faite, qui est exposée pour l'instant au Piano Fabrique, c'est ça, en fait. Vous allez en IPPJ, vous avez été avec Romain Cavalin, je crois, votre collègue, photographier des jeunes qui sont en IPPJ, et leur demander même de prendre des photos. Voilà, on en voit là pour l'instant. Oui, tout à fait. En fait, c'est un travail qu'on a commencé il y a 1 an. Et donc, on a travaillé à l'IPPJ Doitier-Brenne, qui est un IPPJ pour garçons, et puis à Saint-Servais, qui est donc une IPPJ pour filles. Près de Namur, ouais. Et donc, c'est vraiment une initiation à la photographie. Donc, voilà, on amène des livres photographiques, on partage la caméra, et puis il y a des images qui sont réalisées par les jeunes, notamment en Doitier-Brenne. Et par exemple, à Saint-Servais, on a une autre manière de travailler qui est beaucoup plus axée vers la mise en scène. Donc, en fait, on propose aux jeunes de raconter des histoires qui les marquent dans cette institution et de les remettre en scène. Et donc, il y a vraiment une relation, un dialogue qui est établi sur, en fait, voilà, telle position du corps dans tel endroit, qu'est-ce que ça vient raconter chez le spectateur, qu'est-ce que ça vient réveiller. Donc, il y a vraiment un dialogue sur, en fait, les manières de se représenter. Et comment on joue avec la pudeur des gens? Ça, je me demande tout le temps, les gens que vous photographiez, comment on gère tout ça, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, ce sont des jeunes qui sont en IPPJ, donc c'est délicat. Ouais. C'est la confiance, faut créer un lien de confiance. Oui, c'est la confiance, et c'est ça, c'est les questions qu'on se pose qui sont justement pas toujours évidentes. Et je pense qu'à chaque situation, c'est bien de toujours se reposer des questions, parce qu'on a quand même une responsabilité dans la manière de montrer les personnes. Parce que la photo reste en plus, c'est quelque chose qui reste. Photo reste. Et justement, c'est tout le travail qu'on mène en IPPJ, c'est qu'en fait, avant l'exposition, toutes les images sont montrées. Et donc, voilà, on discute si c'est OK ou pas OK, en fait, si les jeunes sont OK d'être représentés de cette manière. Marie, la gestion de la pudeur, c'est quelque chose qui s'apprend aussi à vos élèves, et comment vous la travaillez? Oui, c'est une question qui se pose beaucoup, justement, à l'Assas aussi, qui est une école qui milite beaucoup pour un point de vue sur le monde. Oui. Et moi, je leur dis souvent, la limite, par exemple, dans un exercice de photo de rue, la limite, ça va être quand même de sentir si on est légitime ou pas à faire cette photo, que ce soit en demandant pas, en demandant après, ça c'est plein de techniques différentes. Mais il y a aussi il y a ce qu'on prend comme photo, puis il y a ce qu'on montre comme photo. On a tous aussi, je pense, plein d'images de photographies où on se dit non, ça je la sens pas, ça c'est pas, je suis pas juste dans cette photo là. Et donc elle va pas sortir. C'est chacun a un peu sa limite, bien sûr, mais c'est très personnel. Qu'est-ce qu'on se met comme... Oui. Pardon, non, mais j'ai l'impression que le travail du photographe, il se place aussi beaucoup à cet endroit-là. Il y a certes faire des images, mais il y a le moment de choisir les images qu'on va montrer aux spectateurs. Et en fait, c'est une énorme partie de notre travail, c'est ça, c'est les quelques images qui vont rester, qui vont être montrées au public. Oui, mais comment faire? Qu'est-ce qu'on choisit comme photo, ou qu'est-ce qu'on ne choisit pas, justement, Yen? C'est une responsabilité, c'est vrai, Louise a raison. Mais on commence à les montrer, peut-être, à des gens proches. Ah oui, d'accord. De voir qu'est-ce qui résonne chez eux, qui résonne chez nous aussi. Et ça nous permet d'aller plus loin, d'avancer dans les prises de vue. Puis tout d'un coup, on arrive à quelque chose qui commence à vraiment bien se tenir. Et là, on sent qu'on pourrait le montrer au public. Donc vous avez besoin quand même, pas du consentement, mais d'une première réaction? Et moi, j'ai besoin de confronter mon sentiment avec celui de quelqu'un d'autre. Pour voir si justement, s'il n'y a que moi qui le vois, ça ne va pas être très intéressant.
C'est intéressant, ça. On parlait de la solitude tout à l'heure. Ça doit vous parler aussi, ça, ce qu'il raconte, Émilie. La photographie, c'est quand même quelque chose de très solitaire, hein, paradoxalement. Surtout oui, on est seul à appuyer sur le bouton. Oui. Mais c'est une question de choix, c'est aussi une question de responsabilité. Mais je pense qu'il y a des... Pour moi, c'est vraiment une question presque de... voir, c'est vraiment égal ressentir, en fait. Il n'y a pas de séparation. Hein. Quand on voit, on ressent. Et puis après, il y a toute la question de la limite par rapport à l'autre, par rapport à l'extérieur. Qu'est-ce qui nous semble nous appartenir à l'extérieur. Et c'est vraiment une question d'identité, puis ensuite de choix. Donc, quelque part, on revendique affectivement... Vous parlez beaucoup à vos modèles, on voit des photos de vous qui circulent. Vous leur parlez avant, évidemment Ça dépend. Hein. J'avais commencé par la photo de rue, où là, je leur parlais pas. Après, j'ai fait beaucoup de portraits, où je parlais beaucoup. Mais moi, c'est différent. Par exemple, je trouve pas que c'est vraiment solitaire la photographie, parce que je vais à la rencontre des gens et je parle avec eux et je trouve que justement, je suis pas du tout solitaire. Je rentre dans leur vie un petit peu et tout. Et j'étais beaucoup étonné. Le premier bouquin que j'ai fait sur Bruxelles, dans les Marolles où j'habite, j'ai fait beaucoup de gens marginaux qui vivaient dans la rue et tout. Et quand j'ai fait une exposition extérieure et que je les ai invités, j'ai remarqué qu'ils étaient super contents en fait d'avoir été un peu sociabilisés. Je sais pas si on peut utiliser ce mot. C'est-à-dire que je les ai pris en photo, j'ai dit mais vous êtes beaux, vous faites partie de la société, je vous expose, venez voir. Et ils venaient avec leurs potes, ils étaient super contents. C'est vrai, les gens en général aiment être pris en photo, non? Je ne sais pas si vous avez ressenti ça aussi en IPPI. Oui, c'est quand même... ça dépend de la manière dont c'est fait, mais ça peut être très, très valorisant. Et je pense qu'on est quand même dans un moment où le rapport à la confiance à soi, notamment à travers les réseaux sociaux, on est quand même croulé dans un monde d'images et de compétition, d'apparence qui est quand même... très particulier, donc tout à coup une manière de prendre plus le temps et d'échanger, je pense que oui, c'est valorisant. J'imagine. Bon, on en parle ou pas de l'IA, de l'intelligence artificielle, parce qu'elle est là quand même, Nicolas. Est-ce qu'elle n'est pas en train de basculer tout ce qu'on vient de dire justement? Est-ce que c'est pas un danger? Alors, mon positionnement par rapport aux nouvelles techniques essaye de sortir de l'immédiateté. En fait, dans les processus artistiques, il y a eu toujours des bouleversements. On l'a vu en peinture, puis la photo est arrivée, la photo allait balayer la peinture. Ouais, c'est ce qu'on disait à l'époque. Hein. Voilà. Et puis en fait, non. Il y a eu des réactions, il y a eu des sauts qualitatifs de la peinture qui a pu s'exprimer grâce à la compétition qu'il y a eu avec la photo. Et puis, il y a eu la photo couleur, et puis la photo digitale. La photo digitale allait balayer la photo. Ouais, c'est vrai. Eh bien, la photo digitale a permis un saut qualitatif impensable pour tout ce qui est technique ancienne, sentiment photographique, humanité, rapport au producteur, rapport à l'intimité de la photo, qu'on ne connaissait pas avant qu'il y ait la photo. D'accord, mais quand on regarde une image d'IA, c'est quand même... Mais l'IA va faire la même chose. Ce qu'il y a, c'est que nous, on ne maîtrise pas encore ça. Donc, ce saut qualitatif se produira sans doute avec nous, ou pas, ou plus tard. C'est des allers-retours. Vous partagez son optimisme? Moi, je suis d'accord, parce que ce que je vois émerger, vu que l'IA, c'est des technologies qui vont très très vite, donc on a très peu de temps aussi pour réfléchir à ce qui se passe. On n'a pas le temps de philosopher, il n'y a pas encore de philosophie qui a été faite de la photographie IA. Il n'y a pas de recul, quoi, vous voulez dire? Voilà, on n'a pas de recul, il n'y a pas encore de... Mais par contre, ce qu'on constate, je trouve assez rapidement, c'est que déjà, ce qu'on constatait avec la digitalisation de la photographie, c'est qu'en fait, l'argentique, en fait, s'est battu, revient en force, et là, je trouve que c'est encore plus, parce que les stages sont remplis pour les procédés anciens, on s'arrache n'importe quel appareil argentique qui valait 10 € il y a 5 ans, maintenant il en vaut 200. Et on assiste, je pense, une autre grande partie aussi de la photographie, c'est qu'elle se pose beaucoup de questions, elle se regarde beaucoup pour le moment, elle interroge beaucoup les questions du vrai et du faux. Par exemple, je trouve en ce moment, si on pense à l'exposition qu'il y a chez vous au Brasse, et inversement... l'exposition là qui a chez Contre-Type sur les platistes. Là, on est vraiment, je trouve, sur deux pôles très importants de la photographie pour le moment, sur à la fois quelqu'un qui utilise l'image pour essayer de faire distinguer le vrai du faux, qui fait de la mise en scène, et de l'autre côté, des travaux très, très instinctifs, très intuitifs, à base, effectivement, d'argentique, de matière argentique. Parce que ça risque de nous perdre par rapport au réel, quoi. Qu'est-ce que le réel, finalement? Je sais pas, Émilie? Moi, c'est plus ça qui m'inquiète complètement. C'est qu'il y a quand même un saut. Là, on va se trouver avec une photographie qui n'a même plus besoin d'être en connexion avec le réel. Hein. Oui. C'est quand même... Mais comme le digital.
En fait, Non, ce sont parce des que le langages... digital, excuse-moi, mais tu devais quand même prendre ton appareil photo et aller faire des photos. Oui, mais... Ici, on fait plus l'appareil photo. Il n'y a plus l'appareil photo, il n'y a plus de relation justement à un modèle. C'est je choisis, je dis à l'ordinateur, je veux un modèle comme ci, comme ça. Et en fait, on n'est plus en prise sur le réel, alors que la photo, c'était quand même... Oui, il y avait encore un lien. C'est que c'était d'office l'acte photographique, on avait un pan de réel qui était... Mais il y a aussi l'acte de la pensée du sujet qui sera créé par l'IA. Donc en fait, l'IA, on la dirige. Donc voilà. Oui, mais tu je ne diriges suis pas, pas militant pour l'IA, hein, on je ne, veux dire simplement... on ne va jamais diriger le réel. C'est-à-dire que si tu peux effectivement t'adresser à ton IA et lui demander tout ce que tu veux et la diriger. Et bien c'est justement ça qui était intéressant en photographie, c'est justement la rugosité du réel. C'est ce que Barthes, il dit ça. C'est les erreurs. Tu peux très bien connaître ton modèle. Tu peux avoir passé 6 mois avec ton modèle, ça peut être la personne que tu connais le mieux, mais au moment où elle pose, il va toujours y avoir des choses qui se passent. Mais je crois que ça réel nous empêchera résiste. pas. En fait, l'IA, faut voir à quoi elle va servir. En fait, vraiment, quand on parle d'IA photogénérative, pour l'instant, il y a 2 branches. Ça génère soit des images hyper démonstratives qu'on allait chercher avant dans les images de stock, en fait. Oui, soit ça génère des premiers travaux artistiques à base d'IA, mais qui utilisent justement l'intelligence artificielle pour. Oui, c'est pas la même chose, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et pour l'instant, on n'a encore pas vu de travail qui se voudrait, par exemple, un modèle et qui sera fait uniquement en IA, en fait, parce que justement, l'intérêt de faire du travail avec un modèle, c'est la rencontre, c'est toute la discussion qui va aller autour. Donc, je crois qu'il faut arriver à distinguer aussi à quoi sert l'IA. Vincent puis Héloïse. Oui. Oui, en fait, moi, ce que j'ai été étonné, c'est j'ai fait une expo là avec la série sur les crucifixions. Donc les gens qui se fouettent pendant 3 jours avec plein de sang et tout. Donc j'expose ça à Paris et il y a beaucoup de gens qui passaient et qui me disaient oui, mais attends, c'était fait avec l'IA, ça. C'est ça le risque. Mon problème, c'est que ça fait la 2e fois qu'ils croyaient que mon travail était fait avec l'IA. Et donc, tu dois expliquer aux gens. Bon, si tu leur parles, tu dis, mais non, tu vois, les gens sont crucifiés, c'est des vrais clous et tout. Et ils croient plus, des fois, à ton travail. Ouais. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur. Ça, c'est vertigineux. Ça vous fait peur aussi, Héloïse? Vous qui êtes une génération peut-être où vraiment, pas dedans, mais on y est, quoi, avec l'IA. Ouais, je sais pas. Je pense qu'une des choses qui est hyper importante, c'est la manière dont l'information est transmise, en fait. Et pas que l'image qui soit générée par l'IA soit décontextualisée, mais que voilà, il y a un rapport de transmission et qu'on explique aux spectatrices. Oui, mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. C'est dans le meilleur des mondes. C'est quand si on explique tout, si on met image générée par l'IA. Ce qui me préoccupe le plus, c'est peut-être justement pour moi cette coupure en fait de l'expérience et donc. Ouais, c'est ce que disait Émilie Longchamp. C'est pas le même rapport. Enfin, la photographie pour moi, c'est très corporel aussi, la manière dont on va rencontrer l'autre et ça, je pense que l'IA à cet endroit-là, elle n'y est pas et. Mais elle n'y sera jamais. Elle n'y sera jamais. C'est une pratique. Oui, Marie. Non, l'IA ne sera jamais à la place d'un corps en mouvement, d'un corps dans l'espace. Ne sera jamais. Ce sera une autre expérience de l'image. La photographie, elle fait partie du régime des images. Et il y a maintenant des images photogénératives. Voilà. Elle va pas tuer la photo, c'est ça aussi le fond de ma question. Non, je pense pas. Non. Là, vous êtes tous d'accord là-dessus? Ça dépend de ce qu'on entend par photographie. Oui, voilà. Oui. Si c'est pour faire des choses très littérales qui étaient avant dans des catalogues d'images, oui, ça, clairement, on le voit déjà. Et ça, c'est un gros manque à gagner pour pas mal de photographes, bien sûr. On va essayer de rester optimiste à l'image de Nicolas. Je voudrais qu'on parle de l'expo au Brasse parce que il y a une action, il y a une vente aux enchères que vous organisez. On va peut-être voir l'affiche d'ailleurs. Très importante. Je crois que ce sera le mercredi 28, donc mercredi prochain, si je ne m'abuse. Ce sont des photos de photographes artistiques aussi. Expliquez-nous. Oui. Donc c'est une série de personnes qui ont accepté de participer. Ouais. Il y a des noms reconnus comme Marie-Françoise Plissard, Vincent Beckmann. Il y a des... Voilà, c'est mélangé. On partira à des prix un peu plus bas que sur le marché, dans l'idée de récolter des fonds pour un projet d'une camionnette qui sillonnerait la bande de Gaza avec une imprimante 3D pour faire des prothèses pour les enfants mutilés. Donc pour faire des reportages là-bas, c'est ça? Non. Non, j'ai pas bien compris. Construire des prothèses. Oui, pardon, j'ai pas compris. Oui. Construire des prothèses pour les enfants mutilés. D'accord. Vous avez un contact avec un médecin? Oui, c'est le docteur Moghrabi. Voilà, c'est ça. Qui, lui, travaille dans l'hôpital pour les grands brûlés à Gaza. Ouais. L'hôpital a été détruit. Il a survécu par miracle. Il travaille à Charleroi maintenant. Et il a ce projet d'une camionnette qui serait itinérante
et qui aiderait à faire des prothèses pour les enfants. Bon, ben on va y aller. Hein. On va peut-être remettre l'affiche en régie si on veut bien. Comme ça, on situe l'endroit. Le bras, c'est à Forêt, on est d'accord, hein. Enfin, tout le monde connaît, je crois. Et c'est mercredi prochain. Ça, c'est le genre de geste qui vous touche aussi, Vincent, j'imagine? Bien sûr. Du moment que ça aide des gens, que... C'est un programme pour... Oui, bien sûr, c'est intéressant. C'est un autre... Je serai là aussi, donc. Vous serez là aussi, bon, on y sera tous, hein, non? Allez. C'est un autre aspect de la photo, ça, Émilie? Oui, mais là, c'est vraiment important. Donc, ce sera de 18 à 20 heures. Ouais. Si jamais... Et le catalogue est accessible, donc si des personnes sont intéressées par une photo, ils peuvent et on voit ça où? Contacter pour dire... Mais ouais, soyons concrets, on peut voir ça où, les gens qui nous écoutent? Sur le Brass, le site du Brass. Sur le site du Brass. Ouais, ou sur Facebook, ça circule beaucoup. Et on peut nous demander le catalogue. Et alors, il y aura une brocante, ça c'est à plus petit prix, le 1er février, pour ceux qui n'ont peut-être pas de quoi s'acheter une photo. D'accord. Studio Baxton, il y a une chouette expo aussi pour l'instant. Hein. Oui, pour le moment, c'est Dolores Mara, une artiste française de 82 ans, qui fait un travail incroyable en couleur sur base de diapositives, mais qui sont tirées en procédé Fresson, donc c'est des procédés un peu techniques, et qui travaille sur le temps long. Donc c'est majoritairement des longues pauses, prises de nuit, à main levée. Donc concrètement, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent rien à la photo, ça donne quoi? Alors ce sont des photos avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions et de textures. Voilà, c'est très émouvant. Bon, on va aller. Studio Baxton, l'adresse, rappelez-nous très rapidement. Place de la Vieille Loblée. En plein centre. On voit tout à fait, je rappelle aussi l'expo, ça c'est au Piano Fabrique. Oui, c'est ça. Et donc le vernissage est demain, à propos des jeunes placés en IPPJ. Ouais. Et il y a également un vernissage aussi demain soir à La Nombreuse. Et La Nombreuse, c'est où? Juste en face, au 42 rue du Fort, et c'est avec l'artiste Carla Volo. Voilà. Et puis une troisième exposition, où là c'est un membre de La Nombreuse, Romain Cavalin, qui participe à Work au Jacques Franck. Tout ça demain soir. En plein Saint-Gilles. Donc merci à tous les 6 d'avoir participé à cette émission sur la photographie d'art. Je retiens l'optimisme quand même face à la méchante IA qui nous guette. Merci beaucoup. Nous on se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.